Bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal de la mobilité tech. Pour cette première édition, nous allons nous plonger dans de multiples sujets aussi passionnants les uns que les autres. Économie, design, technologie, sans oublier le sport ou la vie pratique. Le JMT vous offre un tour d'horizon des nouvelles les plus intéressantes du moment en les synthétisant en une trentaine de minutes. Pour ce premier épisode, il y a eu quelques tâtonnements en termes d'image, en termes de son, mais petit à petit, ça va se roder et ça ira beaucoup mieux. Merci de votre compréhension. Et enfin, rubrique copinage avant le générique, merci à Starbase FR d'avoir inspiré une partie du fonctionnement du JMT. Voilà. En tout cas, on se donne rendez-vous désormais tous les dimanches soirs à 18 h pour un JMT hebdomadaire et j'espère qu'il vous plaira. Générique. Pour commencer ce premier journal de la mobilité électrique, je voulais lancer un appel à tous. Un appel à vous, les membres de la communauté, à vous les associations, à vous les acteurs de la mobilité tech, mais aussi à vous les sponsors. En effet, si le JMT est sponsorisé, il pourra éviter les coupures publicitaires, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Si vous avez un sujet que vous aimeriez que je traite, si vous voulez partager un événement que vous organisez ou simplement souhaitez relater un fait qui serait intéressant pour le journal, n'hésitez pas à me contacter sur mon mail thechoucroutegarage@gmail.com. Pour toutes les communications concernant le journal, merci de mettre JMT en début d'objet de votre mail, afin que j'en prenne connaissance en priorité. Merci à tous de faire vivre le Choucroute Garage aussi bien par vos contributions que par votre implication à partager le message de la mobilité responsable. Il est temps de commencer ce journal. Le premier sujet n'est malheureusement pas une bonne nouvelle. Comme vous le savez, Fisker est désormais sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites aux États-Unis. Que signifie cette situation et quelles sont les conséquences pour les propriétaires de Fisker Ocean? C'est ce qu'on va voir maintenant. Décidément, Henrik Fisker n'arrive pas à ses fins. Après une première tentative calamiteuse en 2011-2012 avec l'hybride Karma, Fisker se disait que pour l'Ocean, faire appel à un grand nom de la production automobile ferait le job. Eh ben, il semblerait que ce soit pas le cas. J'ai déjà évoqué Fisker et ses problèmes dans plusieurs vidéos, mais aujourd'hui, je voulais mettre en lumière deux choses. La première est que depuis plus de 2 ans, plusieurs cadres dirigeants avaient tiré la sonnette d'alarme auprès de leur patron. Et en désespoir de cause, avaient témoigné dans la presse sous couvert d'anonymat afin de mettre en lumière certains problèmes qui risquaient de tuer l'entreprise. Oui, Henrik Fisker avait bien tiré les leçons de la partie technique, en faisant appel à Magna, mais pour le reste, il a reproduit les erreurs de Fisker Automotive. Fisker Automotive, c'est l'ancienne société disparue en 2013-2014. Elle avait une faiblesse structurelle dans la commercialisation des autos. L'administratif, le financier et la gestion des livraisons ayant été calamiteuses, il n'a fallu que 2 événements pour plonger l'entreprise dans l'abîme. Un incendie de plusieurs batteries de voitures décrédibilisant le modèle et le naufrage d'un navire contenant un gros stock de Karma mettant l'entreprise en difficulté. Donc non, le naufrage de Fisker INC, la nouvelle entreprise, n'est pas une fatalité, mais simplement une conséquence d'erreurs déjà faites dans le passé. Le second point important est aujourd'hui ce qu'il advient des clients de la marque. On l'a souvent dit, si l'Ocean est un bon produit sur le papier, elle n'en a pas moins de gros défauts. Et la situation actuelle débouche sur des situations dramatiques. Des dizaines de clients voient leur auto fonctionner de manière aléatoire. Enfin, lorsqu'elle fonctionne, hein. Des autos sont totalement inertes et les clients ne peuvent ni les démarrer ni entrer dedans. On aurait pu penser que Fisker s'étant mis sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites aux États-Unis, eh bien, ils auraient au moins conservé un service pour répondre à ces urgences. Eh bien non, le siège de la marque est désormais désert et les clients sont désemparés. Plus personne ne répond à leur appel. Du côté du constructeur pourtant, de nouveaux documents envoyés à la SEC, le gendarme de la bourse américain, indiquent que les opérations du constructeur continuent à un niveau minimal, ce qui semble être contredit par les faits. Alors que les échéances de dette deviennent de plus en plus nombreuses, les derniers dollars de cash contenus dans les caisses de l'entreprise s'épuisent, rendant d'autant plus improbable une sortie de crise aussi bien pour les employés que pour les infortunés propriétaires d'Ocean. On s'oriente plus vers une liquidation que vers une restructuration. Nul doute qu'on aura des informations dans les prochaines semaines, et The Choucroute Garage, bien sûr, vous les relayera. On le disait il y a quelques jours dans l'épisode sur le choc des citadines françaises, les petites voitures ont la cote chez les constructeurs,
s'intéressant à l'électrique. C'est sûrement le plus électrique d'entre eux qui présente sa nouvelle auto qui sera très bientôt dans les showrooms de la marque. Inster, tel est le nom de la nouvelle Hyundai qui devrait prendre place dans la gamme coréenne et américaine cette année, et l'an prochain en Europe. Citadine SUV, l'auto a de quoi surprendre par son format. Plus courte et moins large que la Citroën IC3, elle dispose d'une hauteur équivalente. Si son coffre sera moins vaste que celui de la française avec 280 litres seulement, son habitabilité devrait être intéressante en raison d'un empattement de 2,58 m, soit 4 cm de plus que la Citroën. Niveau mécanique, c'est aussi la Citadine Stellantis qui est sa concurrente directe. Avec deux moteurs de 97 et 115 chevaux, elle n'est pas plus véloce que l'européenne, avec des 0 à 100 en 11 secondes 7 et 10 secondes 6. Si elle est en retrait niveau PEPS, son autonomie est par contre meilleure, avec 300 et 355 km annoncés pour les deux packs de 42 et 49 kWh. En revanche, là où la coréenne tire son épingle du jeu, c'est au niveau de la charge rapide, qui est annoncée avec une puissance maximale de 120 kW. Il ne faudra donc pour les deux versions qu'une demi-heure pour passer de 10 à 80% de charge. Voilà qui est intéressant pour les personnes qui n'utiliseront que la charge rapide, faute d'avoir une charge à domicile ou sur son lieu de travail. Avec des vitesses de pointe de 140 à 150 km/h, la Hyundai s'aventurera plus facilement sur l'autoroute que sa concurrence Stellantis. Et c'est d'autant plus vrai qu'elle dispose d'aides à la conduite absentes sur la Citroën. Suivi de lignes et de voies sont au programme, évitement de collision et assistance au stationnement également. Niveau design, la voiture se présente comme une petite baroudeuse reprenant des codes stylistiques de la gamme actuelle, dont les petits carrés de LED. Il est à noter qu'une version plus baroudeuse encore devrait sortir d'ici l'an prochain. L'intérieur est conforme au canon de design Hyundai et dégage une impression de qualité. En clair, on est loin du côté minimaliste de la C3 et le prix devrait s'en ressentir. On n'a pas pour l'instant les tarifs, mais des rumeurs le situent aux environs des 25 000 €. Plus cher certes que la Citroën, mais moins que la R5 ou la 208, elle se place sur un marché actuellement encore vierge. Reste à savoir si le groupe coréen décidera d'en faire une version Kia qui, si elle existe, devrait être un beau complément aux intéressantes EV3 et 4 qui arriveront chez nous très bientôt, et dont on parlera dans le prochain JMT. Si de nombreuses startups de la sphère des voitures électriques sont en difficulté, certains constructeurs sont bien vaillants et doivent désormais combattre pour se développer. C'est le cas des constructeurs chinois, qui doivent faire face aux augmentations drastiques de taxes d'importation en Europe. Cela remettra-t-il en cause leur entrée sur le marché européen? Rien n'est moins sûr. Alors que les constructeurs européens sont à la peine, faute d'avoir anticipé l'ascension des nouvelles énergies, les constructeurs chinois ont décidé de mener l'estocade, malgré les barrières douanières prévues par Bruxelles. Plusieurs constructeurs ont réagi de diverses manières et pour certains, la réaction a été plutôt surprenante. MG a en effet présenté une nouvelle gamme de gadgets et vêtements estampillés MG 38,1%, soit le taux de taxe que compte appliquer l'Union européenne au groupe SAIC, propriétaire de MG. Le constructeur a ajouté le slogan « Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts » pour bien marquer la détermination de l'entreprise à se battre, quitte à faire mordre la poussière aux autres constructeurs et aux institutions. NIO de son côté a précisé ne rien changer à son plan d'introduction de ces marques en Europe et prévoit toujours d'introduire des modèles abordables sous le label Firefly. Si la détermination est là aussi intacte, les représentants du constructeur n'ont pu qu'exprimer le sentiment d'injustice que leur inspire l'attitude des instances européennes. XPeng a également prévu de ne rien changer à ses plans. G6 et G9 seront bien disponibles sous peu et ambitionnent de pouvoir approvisionner 30 concessionnaires en France d'ici à la fin de l'année pour commencer les livraisons. Enfin, le poids lourd BYD verrait sa facture fiscale d'importation alourdie de 17,4%, mais à l'instar de tous les constructeurs souhaitant s'implanter chez nous, a déclaré que cela n'aura qu'un impact minimal sur ses marges. BYD est déjà implanté en Europe pour la production de bus. Nul doute que le constructeur a les moyens d'en faire de même pour les voitures, et ainsi éviter les surtaxes. Si le chinois décide de le faire, il y a fort à parier que ces produits deviendront rapidement des best-sellers, car tarifés à des années-lumière des produits européens. Au final, la contre-attaque se met en place, et Geely, MG ou BYD sont tous disposés à contourner la taxe pour une production locale. Si c'est le cas, alors l'industrie automobile européenne risque un gros problème, car l'Europe ne pourra pas la protéger de la même manière tant elle est dépendante des importations chinoises pour les composants de ses voitures. En conclusion, le remède n'est-il pas pire que le mal?
Piquer un tigre au vif et l'acculer dans un coin du ring risque bien de déclencher une réaction brutale à laquelle on n'est probablement pas préparé. Si les choses bougent en Europe, il en est de même de l'autre côté de l'Atlantique. Alors que Lucid Motors patine et réalise une entrée plus que discrète en Europe, Rivian s'y prépare en scellant un accord plus qu'intéressant avec Volkswagen Group. J'entrerai plus dans le détail du côté technique dans une vidéo dédiée prochainement. On le sait, la plus grande faiblesse des voitures électriques du groupe Volkswagen n'est pas dans leur mécanique, mais dans leur logiciel. Gestion de batterie et utilisation de l'énergie sont les points sur lesquels le constructeur peine depuis la première idée, au point de recenser un des plus forts taux de panne de l'industrie automobile électrique. Conscients du problème, même s'ils ne le reconnaissent pas ouvertement, les dirigeants de Volkswagen ont décidé de chercher une solution externe afin de sortir le groupe de l'ornière logicielle dans laquelle il s'était fourré. De l'autre côté de l'Atlantique, Rivian est à la croisée des chemins. Sa nouvelle usine en Géorgie est à l'arrêt et les financements pour le lancement de la nouvelle gamme R2, R3 ne sont pas encore réunis. En revanche, la start-up californienne a plusieurs atouts dans son sac. Un logiciel désormais rodé, un planificateur de trajet performant, je vous rappelle que Rivian avait racheté A Better Route Planner l'an dernier, et une architecture électronique, certes encore en 12 volts, mais parfaitement intégrée à l'écosystème électrique. L'accord entre les deux constructeurs prendra une forme généralement plutôt utilisée en Chine en raison de lois strictes, la co-entreprise. La nouvelle entité sera détenue pour moitié par chaque constructeur et Volkswagen y investira 2 milliards de dollars. D'un autre côté, l'Allemand investit 1 milliard dans le capital de Rivian cette année, et un autre par an pendant les 2 prochaines années. En tout, ce sont 5 milliards de dollars que l'Allemand versera à l'Américain si le programme va au bout. Volkswagen récupérera ainsi une architecture logicielle et une gestion de l'électronique de puissance qui lui fait tant défaut. De son côté, Rivian trouve ainsi une part du financement nécessaire au redémarrage de la construction de l'usine géorgienne, mais aussi pour le lancement et peut-être la production en Europe du Rivian R2. Et ça, on l'attend avec impatience au choucroute garage. Du côté de Tesla, une nouvelle intéressante est tombée. Mais pas du côté du constructeur américain lui-même. C'est de l'un de ses fournisseurs de cellules lithium-ion qu'est venue une très bonne nouvelle. Il y a quelques jours, le producteur sud-coréen LG a annoncé le démarrage de la production en masse de ses cellules au format 4680 pour le mois d'août au sein de son usine coréenne de Chang Factor. On ne parle pas ici du démarrage de ligne de production, mais bien d'une production de masse destinée à des clients. Ce qui veut dire que la production de tests a déjà démarré depuis quelques semaines, voire quelques mois. Le niveau de production annoncé est important et s'aligne sur ce que Tesla déclare pour son unité de fabrication au Texas, soit 8 GWh par an. LG précise également que cela représente de quoi produire 110 000 voitures. Et cette information nous permet d'imaginer quel type d'auto serait susceptible de recevoir ces cellules. En faisant un rapide calcul, on obtient un pack d'un peu moins de 73 kWh en moyenne. Ce qui implique que ces cellules ne sont pas destinées au Cybertruck, par exemple. D'ailleurs, pour ce dernier, LG annonce une production de cellules 4680 dans son usine américaine en Arizona, chargée d'approvisionner le marché américain. Dans la gamme Tesla, il ne reste donc qu'un seul modèle pouvant recevoir des 4680, le modèle Y. Or, là non plus, la capacité ne correspond pas à un pack actuellement en production. Enfin, pas tout à fait. De plus, il est probable que LG continuera à fournir des 2170 pour les packs des modèles Y produits en Chine. Du moins tant qu'il n'y aura pas de production de 4680 localement. Le fabricant coréen a toutefois précisé que Tesla était un de ses clients, mais qu'il n'était pas le seul. On sait que BMW a manifesté de l'intérêt pour ces cellules afin d'en équiper ses nouveaux modèles. Mais ceux-ci sont encore loin d'entrer en production. Donc si Tesla doit absorber la production pour produire des modèles Y à Berlin avec des packs de 67,4 kWh identiques aux versions un temps proposées aux États-Unis, le débouché serait viable. En effet, si Tesla est bien le client principal de ces cellules, alors la seule option de production est Berlin, puisque les États-Unis ont adopté des mesures protectionnistes sur les batteries, et on ne voit pas LG importer des batteries en Chine. On peut toutefois penser que ces autos risquent d'être moins bonnes que les versions BYD actuellement produites si les performances de charge n'ont pas été améliorées depuis la sortie de la version US. Donc ces batteries pourraient être un peu plus grandes que les 67,4 kWh pour intégrer les modèles long range, mais ce n'est pas l'hypothèse la plus probable selon moi. Il reste une solution qui personnellement me semble la plus intéressante. Tesla a en Europe un sacré problème à résoudre. Ces autos sont grandes et le public est en attente d'un produit plus compact et moins cher. Les 4680 LG seraient un débouché plus qu'intéressant pour une production berlinoise d'une telle auto.
En supposant deux versions de la voiture, une petite et une grande autonomie, la seconde pourrait bien recevoir un tel pack, tandis que la petite autonomie aurait les BYD Blade. Cela signifierait que d'un point de vue technique, la version 4680 pourrait fonctionner sur une tension de 800 volts, tandis que la standard devrait se contenter de 400, ou moins comme la Model Y. Finalement, on se pose plus de questions qu'on a de réponses suite au démarrage de cette usine LG. Mais ce sera également le cas pour le démarrage de l'usine qui devrait démarrer en Chine chez CATL avec le même format et qui devrait être le second fournisseur de Tesla à entrer dans le jeu pour le programme Roadrunner. Encore une fois, on va attendre des informations officielles avant de spéculer, mais ça devient bigrement intéressant. Maintenant que nous avons évoqué les sujets économiques et techniques, il est temps de passer au sport avec une sacrée performance des voitures électriques en compétition. C'est en effet un monstre dopé au lithium qui remporte une des plus mythiques compétitions outre-Atlantique. Pikes Peak, c'est l'un des rendez-vous les plus déjantés du sport automobile américain, et sa renommée est internationale. Course de côte extrême, son trajet de 20 km ne pardonne aucune erreur, car certaines parties de ses bas-côtés peuvent vous faire chuter de plus de 600 mètres. La France a plusieurs fois brillé au palmarès de l'épreuve, avec notamment les Peugeot 205 et 405 Turbo 16 pilotés d'une main de maître par Harry Vatanen, ou la victoire de la Française Michèle Mouton en 1985 sur Audi Quattro. Pour le contexte, la Française a battu le record de l'époque avec un temps de 11 minutes, 25 secondes et 39 centièmes. À retenir par rapport au temps du vainqueur de cette année. Et cette année, plusieurs voitures électriques se sont illustrées. 3 Hyundai Ioniq 5N ont pris les 3e, 8e et 26e places du classement général, mais n'entreront toutefois pas au palmarès officiel de l'épreuve. En effet, les organisateurs ne permettent pas aux autos de série électrique, modifiées ou non, de concourir autrement qu'à titre d'exhibition. En 2024, la marque d'Elon Musk est absente, mais Rivian revient cette année avec un tout nouveau pick-up R1 à 4 moteurs de plus de 1000 chevaux, modèle de série qui sera commercialisé à la fin de l'année. Le mastodonte de plus de 3 tonnes s'offre le luxe de battre des Porsche 911 GT2 RS et des 718 GT4 et finit à la 28e place. En revanche, il y a une catégorie qui permet de faire concourir une électrique. C'est donc en Pikes Peak Open qu'a été inscrit le Ford F-150 Lightning Supertruck. Châssis tubulaire, carrosserie en composite et attributs aérodynamiques démesurés lui donnent une allure bien différente du modèle de série. Niveau mécanique, le monstre est aussi conçu spécialement pour la course. Les 1400 chevaux de ces 3 moteurs propulsent la machine comme une balle et le Suisse Romain Dumas a su en tirer la substantifique moelle. Il remporte l'épreuve avec un temps de 8 minutes, 53 secondes et 55 centièmes. Et ce, malgré une mésaventure bien embêtante sur le premier tronçon. En effet, de manière impromptue, les moteurs de la bête ont cessé de fonctionner, provoquant une immobilisation du F-150 durant une durée de 26 secondes. Autant dire une éternité. Imaginez le temps qu'il aurait réalisé sans cette défaillance. Il remporte toutefois l'épreuve. En conclusion, les organisateurs de compétition ont peut-être raison d'empêcher les électriques de participer à leurs épreuves, car leur fonds de commerce, ce sont les propriétaires de voitures thermiques, qui ne viendraient plus s'ils avaient la certitude de prendre une dérouillée, sitôt qu'une électrique est en lice. Sport toujours, mais pas automobile. Les Jeux Olympiques de Paris sont à la veille de s'ouvrir et une initiative prévue pour l'occasion a pris du plomb dans l'aile. Et c'est presque au sens propre du terme. Décidément, l'organisation des JO à Paris continue de faire polémique. Après les épreuves de natation prévues dans la Seine, ce sont les taxis volants qui cristallisent les critiques. Le projet était de réaliser des vols de démonstration avec des passagers VIP à bord d'appareils construits par la société allemande Volocopter. J'avais déjà évoqué cette entreprise pour la prise de participation du chinois Geely dans son capital. Je vous mets la vidéo dans les fiches. Ce multi-hélice biplace devait emporter stars et personnages importants directement sur les lieux des compétitions. Seulement voilà, même à titre expérimental, pour voler au-dessus de zones habitées, il faut une certification. Certification qui peine à arriver. Selon l'entreprise allemande, elle devait être délivrée avant les JO, mais des imprévus ont retardé les procédures qui devraient aboutir seulement en fin d'année. Les vols de démonstration sont donc restreints à 2 catégories, essais et simulation de situations réelles. Dans tous les cas, le vol au-dessus du centre de Paris est interdit. Normalement, les vols ne devraient se faire qu'avec le seul pilote à bord. Il existe toutefois une exception si un passager s'avère, je cite, un observateur utile au vol.
On imagine bien que certains personnages en mal de représentation essayeront de trouver une faille dans cette interdiction, et cela pourrait bien être dans le cas d'un test prévu, la simulation d'une évacuation sanitaire. En effet, si le volocoptère n'attire pas la sympathie des foules comme taxi pour gens fortunés, il est en revanche bien accueilli comme moyen d'évacuer un patient rapidement vers une unité de soins. On pourrait imaginer un médecin à l'image médiatique réaliser une observation in situ lors d'une telle simulation. Les JO de Paris semblaient un terrain idéal pour présenter sous son meilleur jour ce moyen de transport, mais les règles de protection des personnes de l'aviation civile en ont décidé autrement. Reste que le transport à courte distance au moyen de véhicules tels que le Volocity intéresse énormément d'entreprises, dont par exemple Xpeng, cette start-up chinoise qui compte faire entrer ses autos en Europe cette année. Si le concept est intéressant en général, on peut se poser la question de sa pertinence au sein d'un événement tel que les JO. Et finalement, ce n'est peut-être pas un mal qu'on ne les voit pas au-dessus de nos têtes lorsque la fièvre des JO prendra Paris. Pour la première rubrique tech de la semaine, il est temps de parler d'une batterie un peu passée de mode dans les médias, mais qui continue son bonhomme de chemin avec difficulté, la batterie au graphène. Totalement à la mode il y a quelques années, la batterie au graphène promettait de révolutionner la mobilité électrique. Technologie à la densité énergétique exceptionnelle, sans avoir recours à des matériaux stratégiques comme le nickel ou le cobalt, la batterie au graphène voyait son avenir grand ouvert. Même la NASA, célèbre agence américaine, s'y intéresse. Il faut dire que cette agence publique s'intéresse aussi à l'aviation, et non pas seulement au spatial, et le graphène pourrait bien être une clé pour l'électrification du transport aérien. En effet, s'il est bien une caractéristique qui importe dans un avion, c'est le rapport poids-capacité énergétique. Pour disposer d'un avion électrique performant, une capacité spécifique de 480 Wh par kilo est un minimum, même si les meilleures cellules actuelles en production ne dépassent pas 260 à 300 Wh par kilo, même lorsqu'il s'agit de prototypes. La NASA s'intéresse donc au graphène et teste en ce moment une cellule de laboratoire appelée Sabre, disposant d'une densité énergétique de 500 Wh par kilo. Dotée d'une chimie lithium métallique soufre-sélénium, la cellule s'échaufferait peu à la charge et à la décharge, tout en étant extrêmement résistante au feu, ce qui améliorerait sensiblement la sécurité des avions en cas de crash, car les milliers de litres de kérosène actuellement transportés représentent un risque bien plus important. En parallèle, une initiative française dans le domaine du graphène a également vu le jour sous la forme d'une entreprise novatrice dans les Hauts-de-France, Hive Electric. Fondée en 2019 par Nesrine Daraghi, cette start-up utilise les mêmes composants que Sabre aux États-Unis. Bien que présentant des caractéristiques exceptionnelles selon l'entreprise, la technologie de Hive Electric n'est pas exempte de défauts. En effet, les déclarations officielles de l'entreprise indiquent que la recharge rapide serait destructrice pour ses batteries et que la stratégie de Hive Electric passera par le swap de batteries pour en préserver leur durée de vie. Bien qu'ayant annoncé une gigafactory en Algérie en 2021 en partenariat avec un pétrolier, la start-up lilloise est toujours au point mort sur la question industrielle et se focalise sur une seconde génération de cellules de laboratoire promise pour 2025. On a plutôt l'impression que l'entreprise fait du surplace. Mais pourquoi ? Le frein majeur serait le manque de financement, malgré le soutien de plusieurs entités publiques, comme le ministère de la Transition écologique, France Relance, ou le ministère de l'Environnement, sous la forme du programme Jeunes Entreprises Innovantes. Est-ce la faute à une technologie passée de mode ou à une impasse technologique ? L'avenir se chargera d'y répondre. On pourrait penser que Tesla est le pionnier ultime de la voiture électrique. Mais si la marque d'Elon Musk a donné un sacré coup de fouet à ce mode de transport, d'autres ont pavé la route bien avant. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'histoire électrique de la plus fantastique start-up automobile américaine du XXe siècle, Ford. Les amitiés conduisent parfois à des destins surprenants, et c'est d'autant plus important lorsque les deux amis sont des visionnaires dans leur domaine. Henry Ford et Thomas Edison se sont rencontrés en 1891 lorsque Ford est embauché par la Edison Illuminating Company de Detroit. Leur amitié se scelle vite car Edison sait s'entourer des meilleurs talents et reconnaître ceux qui sont le plus prometteurs. Lorsqu'en 1901, Henry Ford crée sa société de construction automobile, il n'est pas surprenant de voir Edison graviter dans son entourage. Dès 1903, le constructeur expérimente des prototypes propulsés par l'électricité au moyen de batteries Edison. Ce n'est pourtant qu'en 1914 que Ford annonce dans le New York Times une voiture à $500 qui entrera en production, entre guillemets, dans l'année.
L'auto promet une autonomie allant jusqu'à 160 km, mais se fait un peu attendre. Ford déclare quelques mois plus tard « Elle arrive !» et la rumeur de la construction d'une usine spécifique court dans les milieux autorisés. L'épouse de Ford est d'ailleurs une fervente adepte du concept et n'hésite pas à prendre le volant du prototype pour le présenter un peu partout. Elle sera finalement déçue car au final, cette Ford électrique ne verra jamais le jour. Il faudra attendre la fin des années 50 pour voir Ford s'intéresser de nouveau à la voiture électrique. C'est en 1966 que Ford évoque une technologie de batterie révolutionnaire intégrant une chimie sodium-soufre. On le voit, les annonces de batterie de dans 3 ans ne sont pas nouvelles. Intégrée dans une voiture compacte comme la Falcon, cette batterie à la densité énergétique 15 fois supérieure à celle utilisant le couple plomb-acide devait résoudre le problème de l'autonomie, tout en ayant des performances supérieures à celles des voitures à combustion interne de la marque. Le prototype est selon l'entreprise en plein développement et seuls quelques dessins de prospective sont présentés dans la presse. Pourtant, la voiture, elle non plus, ne verra pas le jour. Au lieu de cela, Ford développe en 1967 la microcar Commuta. Elle est le fruit du travail de Ford UK en Angleterre. Et nous en parlerons dans le prochain journal de la mobilité tech. Ne le manquez pas. S'il est bien un domaine dans lequel la mobilité électrique a un rôle à jouer, c'est bien dans les marchés de niche. Avec des composants disponibles à tout un chacun et des architectures variées, le retour au glorieux temps des carrossiers automobiles est à nos portes. Pour les artisans, réaliser de petites séries, voire des modèles uniques, n'est plus aussi compliqué à homologuer, du moins dans certains pays, et permet de voir ressurgir de magnifiques œuvres d'art sur roues. Radek Stefan est un de ces designers élevés au biberon du cyberpunk, qui rêve de faire un jour rouler ses concepts. Avec la mobilité électrique, acheter moteur, contrôleur et batterie pour les installer dans un châssis de supercar tubulaire est envisageable pour faire rouler dans la vraie vie des concept cars déjantés, dont celui-ci, l'Atom. On pourrait croire à un simple croisement entre une Ford GT40 et une Ferrari 330p, mais son design va bien plus loin que cela. En plus d'une forme évoquant puissance et vitesse, le concept présente tous les attributs d'un design industriel si cher à l'esprit cyberpunk. Carrosserie brute, jantes massives au design différent entre l'avant et l'arrière, mais aussi larges ouvertures permettant de deviner la mécanique donnent une impression bestiale. Les aérocovers des jantes évoquent à l'avant les voitures d'endurance des années 80, tandis que les arrières se réfèrent plus à la Formule 1. Quelques images de l'intérieur dans la vidéo dédiée à la voiture démontrent une volonté de pousser le fun aussi loin que possible, en intégrant des attributs stylistiques du passé, comme les 3 commutateurs de puissance. Minimaliste et pur, les attributs aérodynamiques restent cantonnés à la partie inférieure de l'auto, tandis que la ligne supérieure reste parfaitement lisse. Au final, cette machine toute électrique aurait bien sa place face à une 911 compétition client ou une Ferrari Cup. On la verrait bien affronter ces dernières sur un circuit, puis reprendre la route, après avoir chaussé des pneus correspondants. Il faudrait certes l'adapter un peu pour répondre aux obligations légales d'une circulation sur route ouverte, mais nul doute qu'une telle auto pourrait voir le jour sur un châssis existant. Par exemple, un châssis développé par Lola ou Art Morrison, ou un spécialiste de châssis à façon. Avec la propulsion électrique, son usage au quotidien serait possible, contrairement à ses homologues thermiques, dont le bruit impose des bouchons d'oreilles incompatibles avec son usage routier. Ce type d'auto ne sera vraiment pas donné, mais sera un cran largement au-dessus de ce qu'on peut faire en termes d'exclusivité avec un moteur à combustion interne. La semaine prochaine, nous évoquerons la renaissance en électrique d'une icône du rallye au glorieux temps du groupe B. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne voulez pas rater cet épisode. L'agenda de cette semaine est très succinct, mais intéressant. Pour ceux qui suivent le Tour de France, le village étape accueillera un stand de l'AVEM. Dans le cadre du programme Advenir Formation, porté par l'AVER France et réalisé sous l'égide du ministère de la Transition énergétique et de l'ADEME, vous pourrez découvrir le stand jeroulenenélectrique.fr, stand numéro 65, à l'occasion du village de l'étape du Tour de France qui aura lieu au Jardin Albert Ier à Nice, du 4 au 6 juillet 2024. Au programme, des quiz qui auront lieu tout au long des 3 jours d'exposition, et vous pourrez ainsi tester vos connaissances sur la mobilité électrique, mais je ne doute pas qu'elles sont excellentes si vous suivez la chaîne. Petits et grands pourront également piloter des voitures radiocommandées afin de l'emmener jusqu'à la borne de recharge. Un atelier « Dessine-moi le véhicule électrique de tes rêves » permettra aux enfants de partager leur vision du monde de demain. Et enfin, un jeu concours vous permettra également de tenter votre chance pour gagner des trottinettes électriques.
Si le vélo vous passionne et que la voiture électrique vous intéresse, ne manquez pas ce rendez-vous. Voilà, ce dernier JMT touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu et que vous serez au rendez-vous pour le prochain. Encore un grand merci aux partenaires et contributeurs du Choucroute Garage qui me permettent de consacrer le temps nécessaire à la production d'une telle émission. Cet opus était le prototype et donc m'a demandé énormément de temps pour lui donner la forme que vous voyez aujourd'hui. Il s'améliorera au fur et à mesure de vos réactions et propositions dans les commentaires ou par mail. Merci également pour le petit pouce vers le haut qui fait toujours plaisir si la vidéo vous a plu. On se retrouvera mercredi pour un épisode technique et dimanche prochain pour le prochain JMT. Et sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle fin de journée à toutes et tous. Portez-vous bien. Ciao.